Quelles sont les erreurs à éviter lorsque l'on achète son premier bien immobilier? J'ai acheté mon premier appartement en 2012 et j'ai sans doute commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Alors je fais le point avec vous maintenant. D'abord, la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à l'agent immobilier. Celui-ci me disait connaître la copropriété, qu'il n'y avait pas de problème. Il connaissait aussi personnellement certains copropriétaires, l'architecte de l'immeuble pour les travaux que je voulais faire, qu'il n'y avait pas de problème. Et ça, moi, naïve, à l'époque, j'ai cru tout ce qu'il m'avait dit. Et c'est bien plus tard que j'ai réalisé qu'il y avait des impayés dans la copropriété, que ça nous a coûté pas mal en frais, en procédure d'avocat. Mais si aussi j'ai fait confiance à l'agent immobilier, c'est parce que, et c'est ma deuxième erreur, c'est que j'ai fait confiance aux vendeurs, aux propriétaires de l'époque. Pour expliquer un peu le contexte, donc c'était un appartement pour lequel j'avais eu un coup de cœur, mais le point négatif, c'est qu'il y avait une petite salle de bain. Vraiment, même pas 1 m². Mais mon objectif était d'acheter la partie qui était attenante à cette salle de bain et qui faisait partie des communs. Donc il y avait la salle de bain et le cellier commun. En achetant le cellier à côté, je pouvais agrandir ma salle de bain et l'affaire était réglée. J'ai fait confiance à ce moment-là au propriétaire que j'ai pu rencontrer lors d'une des visites et il m'a affirmé qu'il n'y avait pas de souci, que dans les parties communes, il y avait déjà ce type d'achat qui avait été fait et que ça ne poserait pas un problème. Il suffisait de le passer à l'AG et que tout serait réglé assez vite après la vente. Bien entendu, au moment de signer l'acte de vente et même après, j'ai compris que ce qu'il m'avait raconté l'agent immobilier et le propriétaire vendeur était complètement faux. Dans la copropriété, il y avait une personne qui s'opposait à tous les travaux dans la copro et notamment à mon étage, celui où j'avais acheté mon appart. Pourquoi? Parce que lui aussi avait pour ambition soit d'acheter la salle de bain, soit d'acheter le cellier, pardon, soit de l'aménager lui pour son propre appartement à cet étage-là et qui n'avait pas de salle de bain officielle à ce moment-là. C'est ma troisième erreur, c'est que j'ai pas su lire entre les lignes. En lisant bien les documents des 3 AG des années précédentes, on pouvait lire entre les lignes et voir que ce copropriétaire vraiment s'opposait à tous les projets et n'aurait pas validé cette demande. Et si j'avais su à ce moment-là, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois parce qu'effectivement c'est un appartement que j'aimais bien, il était très lumineux, mais ça on le verra aussi plus tard, c'est qu'à la revente ça m'a posé quelques soucis. Donc première erreur, avoir fait confiance à l'agent immobilier. Deuxième erreur, avoir fait confiance au propriétaire. Et troisième erreur, ne pas avoir su lire entre les lignes. Dans tout ça, la quatrième erreur, c'est que je n'ai même pas négocié le prix de vente. En fait, cet appartement, quand voilà, je l'ai vu, que j'ai cru que tout était OK pour pouvoir agrandir ma salle de bain, j'ai fait une offre au prix. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, négocier un prix n'a jamais fait partie en fait, de mon environnement. Ça n'a jamais fait partie de mon quotidien. Je n'ai pas appris à négocier. Et dans ma famille, on ne négocie pas non plus. Donc, ça ne m'est pas venu à l'idée de négocier. Et ce que j'ai appris aussi plus tard dans l'immobilier, c'est que chaque point négatif peut aussi être un point de négociation. En l'occurrence, là, la micro-salle de bain était un fort point de négociation. Et d'ailleurs, quand on voit un prix, il y a toujours une marge de négociation, même si elle est 2000, 2000, 3000, il y a toujours une petite marge de négociation, et particulièrement quand il y a un point noir comme ça. Donc ça, c'est aussi une grande erreur. Donc maintenant, ça fait partie de mes règles, c'est de négocier, mais pas négocier pour négocier, c'est pour trouver un point d'accord entre le vendeur et l'acheteur sans que personne n'ait l'impression d'être lésé. Une autre erreur que j'ai faite, c'est voilà, une fois l'offre posée et acceptée par le propriétaire, le vendeur, je suis partie donc à la recherche d'un emprunt pour le financer, même si partie est un bien grand mot puisque j'ai seulement soumis ce projet à une personne qui était mon banquier actuel.
Donc de ce fait, je n'ai pas non plus négocié le taux, mais je ne suis pas allée voir s'il y avait éventuellement des taux plus intéressants ailleurs. Je n'ai pas non plus inclus dans cette demande de financement les travaux. Les travaux pour l'éventuelle salle de bain que je voulais agrandir, mais il y avait aussi l'électricité à remettre un petit peu aux normes et la peinture. Et bien ça m'a complètement échappé de demander ça, d'inclure ces frais-là dans mon emprunt. Donc après, j'ai pu quand même les faire parce que j'ai pioché dans mes économies. Mais c'est vrai que maintenant, quand je visite des biens et qu'il y a des travaux, le premier réflexe, c'est d'évaluer ces travaux pour les inclure dans l'emprunt qui sera demandé pour le financement du projet. Et la 7e erreur que j'ai commise, la dernière erreur, c'est j'ai emprunté en mon nom propre donc, et d'emprunter à un taux supérieur au taux recommandé de 33%. J'avoisinais les 40% de taux d'endettement. Et à ce moment-là, j'avais quand même une vie hyper réglée. C'était métro, boulot, dodo, avec un bon boulot, bien payé. Je mettais de côté, je partais en vacances où je voulais. Ça, c'était pas un souci. Mais le jour où j'ai décidé de prendre un peu de recul, de poser un congé sabbatique, donc plus de revenus en face, mais il y avait quand même l'emprunt à rembourser. Donc là, j'ai trouvé comme solution de louer mon appartement qui a permis de rembourser l'emprunt. Donc je n'ai pas pris l'assurance qui permet de différer, justement en cas de perte d'emploi ou si on se retrouve au chômage, qui permet de différer cet emprunt. Et je me suis endettée à quasiment 40% de ce que je gagnais, ce qui est énorme. Après, pour plus d'endettement, on le verra sûrement plus tard. Là, on passe par des sociétés, mais c'est encore un autre débat. Donc, ce que je retiens finalement de toutes ces erreurs, c'est que je n'ai pas pris le temps de me former ou de m'informer sur ce qu'impliquait un achat immobilier. Et à l'époque, en 2012, il n'y avait pas YouTube et tous les tutos, toutes les formations, la connaissance gratuite vraiment qu'on peut avoir et qui est très facile d'accès. À ce moment-là, je lisais quand même des revues comme Investir, Mieux vivre votre argent, qui donnaient des conseils, mais ce n'était pas des conseils comme j'aurais bien voulu les recevoir à ce moment-là. Donc, ce manque de formation a entraîné toutes ces erreurs qui m'ont coûté cher. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis retrouvée peut-être 2 jours avant la signature chez le notaire à me demander mais comment ça se passe pour l'emprunt. Donc j'avais reçu les accords de la banque, mais comment ça se passe concrètement? Je signe dans 2 jours, mais j'ai pas l'argent en fait. Où est l'argent et comment est-ce qu'il va aller sur le compte du propriétaire, du vendeur? On a appelé en urgence notre notaire, le banquier, et il a pu déclencher en express à ce moment-là le virement pour que je puisse signer et que j'ai l'argent à temps pour le jour de la vente. Donc j'ai retenu la leçon que je vous transmets. Formez-vous, informez-vous, il y a énormément de ressources pour éviter ces erreurs, ne pas reproduire les miennes et puis passer à l'action.